m'appelle Karen de Maison, je suis consultante en organisation, en transformation, en intelligence collective et également aussi sur le thème des richesses humaines. Et en fait, j'ai découvert l'univers du handicap puisque mon fils, qui a aujourd'hui quasiment 14 ans, a des troubles spécifiques des apprentissages, notamment dyspraxie, troubles exécutifs et troubles de l'attention. Quand on découvre en fait que notre enfant a des besoins éducatifs particuliers ou plus simplement voilà, des troubles neurodéveloppementaux comme les DIS, l'autisme ou un TDAH, c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver, c'est une jungle au niveau administratif, au niveau de l'école, on ne sait pas trop qui consulter, comment s'y retrouver tout simplement. Et quand moi et mon mari, on a été plongés dans cet univers-là, tout de suite, Internet a été notre ami, entre guillemets, pour pouvoir justement démêler un petit peu la pelote et aussi prendre contact avec d'autres familles concernées via des forums, via des groupes privés Facebook, par exemple, pour commencer vraiment à y voir un petit peu plus clair. En fait, les parents avec qui j'échange, que ce soit sur Facebook, que ce soit aussi dans la vraie vie, puisque j'étais membre de la FCPE à l'école primaire et puis maintenant au collège de mon fils, ce qui revient en premier, c'est déjà le parcours du combattant pour le diagnostic. C'est extrêmement complexe en France de s'y retrouver, sachant que l'école automatiquement renvoie vers des structures publiques comme des CMP, des CMPP, des CAMPS, qui sont la plupart d'orientation psychanalytique et non pas en fait ce logiciel neurosciences. Et du coup, quand on n'est pas averti, on peut très vite tomber dans ce piège et être dans une errance de diagnostic. Clairement, voilà, ces structures mettent la faute sur la mère. Sophie Robert, qui est journaliste, on a fait un documentaire sur la maternophobie, a fait un plateau télévisé pour justement dénoncer ces structures et comment ça se passe en France, en tout cas, en termes de référentiel psychanalytique. Et quand on commence à aller discuter avec les parents, c'est vrai que là, on a les vrais conseils et on sait qu'il faut sortir de ces structures et aller en libéral. Donc ça, c'est le premier point sur l'errance diagnostique. Après, le deuxième point, ça va être la constitution administrative en fait, du dossier, puisque les troubles neurodéveloppementaux sont des handicaps. Et il faut se rapprocher de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour pouvoir constituer un dossier PPS qui permet d'avoir des mesures compensatoires en fait, pour le handicap, que ce soit des allocations financières, que ce soit une aide humaine comme une AESH, ou bien un ordinateur pour avoir du matériel, mais aussi du temps en plus, des aménagements pédagogiques et également une prise en compte pour les aménagements des examens. Donc ça, c'est la partie plus administrative. Et le dernier point qui est complexe, c'est en fait le dialogue avec l'école, avec les établissements scolaires, avec les enseignants. Et le problème, c'est que chaque année, en fait, on joue un peu au loto, comme je dis, c'est-à-dire que soit on tombe très bien sur une équipe pédagogique à l'écoute, formée et qui veut vraiment avancer en partenariat, ou soit ça va être catastrophique. Et ça, c'est juste pas normal, puisqu'il y a une loi qui existe depuis 2005, la loi sur le handicap, et l'inclusion devrait être la norme. Et en fait, en tant que parent, on ne devrait pas batailler, on ne devrait pas demander, on ne devrait pas presque mendier des aménagements ou même s'excuser de demander des aménagements. Et c'est vrai que les parents en sont là, en fait. C'est que c'est une grande souffrance pour les parents, puisque à chaque fois, c'est l'enfant qui en pâtit, qui perd l'estime de lui-même, il perd confiance en lui. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour les parents de savoir un peu quelle est la posture, en fait, à avoir par rapport aux enseignants, parce que l'idée, c'est pas de dénigrer la pédagogie, mais c'est de dire, voilà, nous sommes partenaires avec vous et on connaît notre enfant et on sait exactement ce qu'on peut mettre en place pour l'aider au quotidien. Une note un peu positive, en fait, les parents qui sont avertis, qui font des recherches, clairement, elles peuvent solliciter les associations. Alors, un petit bémol, c'est que toutes les associations ne défendent pas la même notion du handicap et des compensations. Donc, il faut bien faire attention là où on va.
Je précise juste parce que en fait, le PPS dont on parle et les parents concernés voilà, comprennent bien ce que c'est. C'est un dispositif qui est vraiment dans le champ du handicap et c'est ce document-là auprès de la MDPH qu'il faut demander. Il y a un autre document, un autre dispositif qui a été mis en place, mais qui est hors champ du handicap et qui est purement pédagogique et ça brouille complètement le message. Et ce dispositif-là avait été inventé pas pour minimiser, mais comme le handicap est tabou chez certains parents qui ne voulaient pas saisir la MDPH, du coup, ils se sont dit, ah bah, c'est peut-être bien de faire quelque chose en interne au niveau de l'école. Mais le problème, c'est que ça court-circuite la MDPH et ça crée des précédents. Et les parents, voilà, c'est compliqué pour eux. Donc, association, mais en choisissant bien son association. Pour la partie autisme, il y a la plateforme autisme. Autisme Info Service qui est très utile puisqu'il recense les professionnels de santé à consulter vraiment en première intention et qui ont été certifiés, validés par les familles qui ont testé en fait ces professionnels de santé. Donc ça, c'est important de ne pas aller au hasard. Et puis, moi, je préconise aussi d'aller aussi sur Facebook. Il y a des groupes privés avec beaucoup d'expertise. Il y a des parents qui sont devenus vraiment experts et qui peuvent dire, voilà, en termes de parcours, voilà comment il faut constituer un dossier MDPH, voilà comment, qui contacter dans telle région, n'allez surtout pas dans tel centre parce que vous allez perdre du temps. Et ça, c'est important. Il y a vraiment une vraie solidarité entre parents, beaucoup d'entraide. Et pour moi, la première porte d'entrée, c'est vraiment d'aller au contact des parents qui sont concernés, qui ont déjà fait ce parcours-là et qui ont un retour d'expérience assez important en fait sur ce sujet-là et ça permet vraiment de gagner un temps incroyable en fait sur la suite au lieu de rester isolé. J'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup lu aussi de témoignages de parents confrontés au premier confinement au printemps dernier. Et la situation est vraiment diverse. En fait, ça dépend tellement en fait du trouble. Je sais que voilà, pour les parents qui ont des enfants avec un autisme sévère, ça a été extrêmement compliqué de le vivre puisqu'il n'y avait plus d'accompagnement, il n'y avait plus de rééducation à côté. Donc, c'était très, très compliqué, très fatigant. Après, pour d'autres populations, que ce soit les troubles 10, troubles de l'attention avec hyperactivité, ça peut être compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que les parents télétravaillaient aussi. Donc, il fallait faire à la fois sa journée de travail et à la fois accompagner ces enfants qui ont besoin vraiment d'un accompagnement à côté, en fait, hein, quand on fait les visios ou des exercices à faire. C'est difficile de les laisser en toute autonomie par rapport à un enfant qui n'a pas ces troubles-là. Mais ce qu'on a pu relever, le point positif, c'est qu'enfin, le numérique est là. Et le numérique, c'est essentiel en fait en termes d'aménagement pédagogique pour les enfants qui ont des troubles 10 ou qui ont un TDAH. Et ça y est, on y était en fait. C'est-à-dire que les enfants qui n'avaient pas accès au numérique parce que les enseignants ne voulaient pas tout simplement, ça arrive. Là, le numérique était là et c'était possible de travailler. Et ces enfants-là l'ont même dit, je travaille mieux chez moi en fait. Déjà parce qu'il y a le numérique et puis il y a moins de bruit. Le bruit, ça peut être extrêmement épuisant pour ces enfants-là aussi. Et moins de bruit, moins de sollicitations, plus de concentration et évidemment des aménagements faits grâce au numérique. Donc moi, je retire ça en termes de points positifs et les parents aussi ont pu observer que c'était quand même du sur-mesure quelque part grâce à cette période de confinement. Après, pour la période qui s'annonce là depuis quelques jours, sur la deuxième période, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que là, les écoles sont ouvertes, le virus circule beaucoup, notamment au niveau de la cantine ou des cours de sport. Et je vois les parents qui sont un peu angoissés. Il y a le port du masque à partir de 6 ans. Ça peut être complexe aussi pour les enfants qui ont un autisme et qui ont une hypersensibilité au port du masque. Ça peut être complexe aussi à gérer. Après, je sais que là, les lycées, ils vont être en demi-groupe, donc ça, c'est plutôt un soulagement en termes voilà, pour la période sanitaire. Après, je ne sais pas ce qui va advenir pour les collèges et pour les écoles, mais c'est compliqué.